Culture et nous, la chaîne de podcast qui parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Aujourd'hui, on va parler du Moyen-Orient. Alors, on va essayer d'aborder ça de façon intelligente et claire. Et du Moyen-Orient, c'est comment les puissances moyennes, c'est-à-dire de la région, c'est-à-dire l'Iran, la Turquie, Israël et l'Arabie Saoudite, font-elles se positionner face aux deux grandes puissances que sont les États-Unis et la Russie. Pour parler de ce sujet, je reçois deux invités. Sarah, qui a fait un mémoire sur la guerre du Golfe en Irak, entre 1990 et 1991, la première guerre du Golfe, et Mathias fait deux mémoires sur l'Iran. Alors, le premier, tu m'as dit que c'était sur l'armée iranienne, c'est ça ? Voilà, le dernier en date, c'était sur la réforme de l'armée iranienne depuis 2007, et le premier, c'était sur les embargos américains contre l'Iran pendant la première guerre du Golfe, donc entre l'Iran et l'Irak. Donc, il y a deux grands spécialistes qui sont ici présents avec nous. Alors, peut-être commencer par un rappel historique de ce qui s'est passé durant le XXe siècle, et commencer par la chute de l'Empire ottoman et les accords de Sykes-Picot en 1915, et chute de l'Empire ottoman en 1919, qui ensuite est devenu la Turquie, et donc les accords de Sykes-Picot qui ont divisé en aire d'influence anglaise. C'était le mémorandum de Sykes-Picot techniquement, qui n'a jamais été appliqué, mais qui en fait a jeté les bases de la répartition de la région entre la République française et le Royaume de Grande-Bretagne. Et donc ces pays étaient sous influence européenne, ont été partagés, ont été établis d'un point de vue politique selon cette influence européenne. C'est pour ça que, par exemple, le Liban est un pays qui est fondamentalement divisé, qui a été construit vraiment par les puissances européennes sans vraiment s'être attelé aux questions des répartitions des religions, etc. Mais donc c'est là les pays qu'on connaît actuellement, quel pays était sous influence anglaise et quel pays était sous influence française de ce que ça donnait par la suite, c'est-à-dire que c'était la Syrie et le Liban qui étaient sous influence française. Il y avait Syrie, Liban, la Palestine était divisée aussi selon les différentes trois régions, avant du coup la création de l'État d'Israël. Et ensuite c'était le reste. L'Irak et le Koweït étaient sous influence anglaise. Et d'ailleurs, par contre, je tiens à rappeler justement que dans les pays qui nous intéressent, cette redéfinition des frontières donc par les principales puissances coloniales du Moyen-Orient à l'issue de la Première Guerre mondiale ont concerné les pays qui faisaient partie de l'ex-empire ottoman, mais que justement cette redéfinition des frontières et donc cette apparition tardive des nations dans les frontières dans lesquelles on les connaît aujourd'hui ne concerne pas l'Iran. C'est-à-dire que finalement la frontière aujourd'hui entre l'Iran et ses voisins sunnites, enfin arabes, reprend exactement la frontière qu'il y avait entre l'Iran et l'empire ottoman. C'est-à-dire que l'Iran et la plupart des pays de la région peuvent se revendiquer d'un espace géopolitique stable depuis beaucoup plus longtemps. Ça, c'est une spécificité de l'Iran par rapport à la plupart de ses voisins. Et du coup, pour les nationalismes arabes, ils ont émergé au moment où il y a eu des vagues d'indépendantisme à partir des années 50-60 et jusque dans les années 80 pour certains pays. Et du coup, il y a vraiment eu des mouvements intérieurs nationaux qui se sont vraiment consacrés à une sorte de redéfinition d'une nation, du type de nation, pays par pays. Et du coup, on a assisté à l'émergence à la fois du principe de l'arabisation des pays. C'est-à-dire, c'est quoi le principe de l'arabisation ? Le principe de l'arabisation, c'est-à-dire que c'est des pays qui voulaient retrouver leur caractère arabe. D'accord, oui. Et justement, se dédouaner de toute influence et de toute... Alors, quand tu dis pays, c'est quel pays ? C'était, parce que tu as parlé de mouvement intérieur. Est-ce que tu parles du Parti Baas ou Alors, le Parti Baas en fait partie. Je précise, le Parti Baas était en Irak, notamment Saddam Hussein faisait partie du Parti Baas. On voit un peu Et le Parti Baas était aussi en Syrie aussi. Et, mais je pense par exemple à l'Égypte de Nasser, qui était du coup très pro-arabisante, etc. Donc il y a eu aussi des mouvements d'islamisation de certains pays, donc comme par hasard comme par exemple en Arabie Saoudite. Mais oui, des nationalismes là-bas ont pas ce côté très... ont vraiment pas l'aspect qu'on entend ici, très extrême droite, etc., que ça peut apporter. Et là-bas, c'est vraiment un retour sur l'identité à la fois politique et sociale de chaque pays, en fait. D'accord. Mathias, vous voulez réagir là-dessus ou pas Je voulais réagir seulement de manière ponctuelle en disant que justement c'est étonnant parce que cette arabisation des pays concerne notamment des pays, si on reprend Anne-Laure Dupont, Anne-Laure Dupont, c'est une professeure de Paris 4, spécialiste du monde arabe, qui explique très bien que par exemple au 19e siècle, il ne serait jamais venu à l'idée de gens qui aujourd'hui donc sont des Libanais et des Égyptiens de se revendiquer comme arabes. C'est-à-dire
C'est-à-dire que... C'était juste c'était de fait ou ça c'était ou comme les Maghrébins, oui, voilà. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'on parlait des dialectes arabes, ou pas même d'ailleurs, puisqu'au Maghreb, finalement, jusqu'à une époque, jusqu'à la décolonisation, il y avait assez peu de gens qui parlaient arabe, en fait. Donc voilà, c'est ce discours d'organisation est finalement un phénomène politique intéressant, notamment du fait qu'il est récent, en fait, et qu'il est concomitant pratiquement avec une redéfinition de l'islam vis-à-vis de la sphère politique. C'est-à-dire que c'est des phénomènes de 100 ans à peu près. D'accord. Donc là, on a vu donc l'évolution à peu près politique. Ensuite, il y a l'arrivée des mouvements djihadistes à partir des années 80-90, commencer à prendre vraiment le pas sur le... C'est beaucoup d'entretemps, mais... Non, mais parce qu'on n'a pas non plus 6 heures, donc c'est pour ça que... Non, mais pour faire un petit raccourci, là on parle de nationalisme, ensuite le nationalisme a peut-être perdu du pouvoir sur la société. Et donc après, le nationalisme, excuse-moi, c'est qu'il s'appuie surtout sur des grandes figures politiques, comme par exemple Nasser, comme la famille El-Assad aussi, par exemple. Saddam Hussein a été un homme politique particulier, disons, mais au niveau de sa conception du monde arabe et de la place que le monde arabe devait avoir à l'international, il a été du coup très porteur de cette notion d'arabisation et d'arabité. D'accord. De pouvoir, oui, justement, il y a aussi justement sur ces choses-là sur lesquelles je veux rebondir, c'est-à-dire que finalement on peut dater assez précisément le moment où le mouvement national et panarabique subit une défaite en fait, enfin commence à laisser apparaître des idéologies islamistes concurrentes, c'est la défaite des États arabes contre Israël en 1967. Alors pour préciser le contexte, 67 c'est la guerre des 6 jours, c'est ça ? Exactement, c'est la guerre à l'issue de laquelle Israël va prendre possession, le contrôle de Jérusalem, du Sinaï et de la Cisjordanie. Et là, ça marque vraiment le moment de l'échec politique et militaire des régimes arabes nationalistes laïques, notamment incarnés essentiellement par Nasser en Égypte, face à Israël. Et c'est cette grande défaite et cette prise de contrôle par Jérusalem qui va susciter l'apparition de mouvements islamistes concurrents, en fait. Il y a ça, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres événements qui sont passés, qui sont à la fois intérieurs et internationaux, notamment l'invasion de l'Afghanistan par la Russie, qui a fait que, alors même si l'Afghanistan aujourd'hui, on n'en parle pas aujourd'hui, mais ça, aujourd'hui dans ce podcast je veux dire, mais ça a aussi un impact sur le reste du Moyen-Orient, le fait qu'après la fin de la guerre, les djihadistes prennent le pouvoir, les talibans prennent le pouvoir, et puis ensuite Saddam Hussein avec la guerre du Golfe. Qu'est-ce que la guerre du Golfe a changé concrètement ? Est-ce que ça a eu un impact aujourd'hui sur la situation politique aujourd'hui ? Moi je suis assez persuadée que toutes les guerres qui se sont déroulées depuis une trentaine, une quarantaine d'années ont un impact sur la situation actuelle. Mais c'est vrai que la guerre du Golfe a marqué la fin de la guerre froide, dans le sens où c'était le premier conflit post-guerre froide. Et surtout que c'était une des premières fois où le panarabisme justement a été remis un peu en question concrètement, dans le sens où la guerre Iran-Irak donc de 80 à 88 remettait pas vraiment ça en cause, dans le sens où c'était vraiment une guerre bilatérale et que l'Iran, est-ce que c'est vraiment des Arabes, c'est des Perses, voilà. Mais la guerre du Golfe, l'Arabie Saoudite du coup a mené du côté arabe les négociations politiques, et en fait ce qu'on demandait aux pays alliés de la zone, c'était de protéger le Koweït contre l'Irak et contre l'invasion du Koweït par l'Irak. Et ce qui a choqué pas mal les mentalités arabes à l'époque, c'est surtout qu'en fait, on demandait de faire la guerre contre un frère arabe, entre guillemets. Et donc ça, effectivement, ça a fait imploser ce qui est resté de cette union un peu panarabique du Moyen-Orient et même du Maghreb, dans le sens où certains pays du Maghreb ne comprenaient vraiment pas ça. Et donc la guerre du Golfe, donc non contente d'avoir fait imploser un peu cette union, a aussi marqué le début un peu de la fin de Saddam Hussein dans la région. Et même s'il restait au pouvoir et que... il était très affaibli. Et qu'il était très affaibli intérieurement. Parce que juste qu'on précise, c'est que l'Irak, parce que tu m'as dit ça, je me rappelais quelques années, que l'Irak, au début de la guerre du Golfe en 90, tous les pays d'Europe avaient la trouille, parce que tous les pays du monde avaient la trouille, parce qu'on pensait que l'Irak comme la puissance... l'Irak était vraiment c'était censé être la première armée du monde. On estimait 1 million de soldats. En envahissant le Koweït, ils ont atteint les 20% de... Enfin, ils possédaient 20% des réserves de pétrole mondiales, donc ce qui donnait à l'Irak
un rôle économique absolument crucial et qui est aussi la raison pour laquelle les pays occidentaux n'ont pas laissé ça passer. Et du coup, oui, effectivement, l'Irak, c'était la nouvelle force, et avec Saddam Hussein surtout, c'était la nouvelle force géopolitique du Moyen-Orient. D'accord. Donc, rapidement, justement, c'est-à-dire qu'il y a des choses justement très intéressantes qui ont été dites, et notamment le fait que finalement, pendant la guerre Iran-Irak avait déjà un petit peu abîmé le principe de consensus arabe, puisqu'il y a quand même des pays arabes importants et qui jouent un rôle donc crucial aujourd'hui, qui s'étaient rangés finalement du côté de l'Iran contre l'Irak. Alors, type assez manuellement la Libye, mais surtout très important la Syrie. C'est-à-dire que justement l'alliance syro-iranienne date justement de la guerre Iran-Irak. C'est-à-dire que dans le cadre de la rivalité interbassiste finalement entre le Baas irakien et le Baas syrien, Hafez al-Assad, donc le père de l'actuel dirigeant syrien, avait pris le parti de l'Iran contre l'Irak. C'était un moment important dans la fracture de l'unité arabe. D'accord. Là, donc, on a eu un petit peu une vision de ce qui s'est passé très large, de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et ensuite, il y a eu peut-être ce qui a, en tout cas pour notre point de vue à nous en tant qu'Européens, ce qui a changé la donne au Moyen-Orient, qui sont l'invasion de l'Afghanistan en 2001 et l'invasion d'Irak en 2003. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui ont fait que les États-Unis et puis leurs alliés sont partis envahir l'Afghanistan et ensuite l'Irak? Alors, sur l'Afghanistan, on sait que c'est après les attentats du 11 septembre passé, mais sur l'Irak, on a beaucoup dit que c'était pour des raisons de pétrole. Est-ce qu'il portait une nuance? Les raisons qu'il y avait des armes de destruction massive. Oui. Ça, oui, d'ailleurs, c'est prouvé que c'était un mensonge. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive, on n'avait pas la preuve qu'il y avait d'armes de destruction massive. Mais effectivement, il y avait le fait que l'Irak restait un pays quand même assez menaçant d'un point de vue économique et qu'effectivement, il y avait des réserves de pétrole qui lui donnaient du pouvoir que les États-Unis n'avaient pas forcément envie qu'il conserve. D'accord. Tu peux rager là-dessus ou c'est peut-être je suis d'accord pour dire que l'enjeu pétrolier est important. À ce moment-là, je pense aussi qu'il y avait quand même, c'est-à-dire que après cette guerre, on a eu tendance, à mon avis, à analyser un peu toutes les guerres de la région vu l'angle uniquement pétrolier. Pour moi aussi, c'est finalement un moment politique important où finalement, à la sortie de la guerre froide, les Américains se sont trouvés en position de superpuissance et un certain nombre d'idéologues et d'hommes politiques américains ont cru que finalement, ils pouvaient dépasser leur jeu politico-diplomatique traditionnel au Moyen-Orient, qui était celui de l'équilibre des pouvoirs en fait. C'est-à-dire favoriser l'Irak contre l'Iran, puis l'Iran contre l'Irak. À ce moment-là, parce qu'il y avait personne en phase 2, c'était les soviétiques et ils étaient obligés de faire avec. Voilà, c'est ça. Et alors après, vu qu'il n'y a plus personne, ils se sont dit, finalement, on peut affronter tous nos ennemis directement sans avoir à choisir entre l'un et l'autre, en fait, finalement. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas envahi l'Iran? Parce que c'était quand même leurs ennemis aussi. Alors, il y en a qui pensent que finalement, qu'on n'est pas passé très loin, notamment entre 2004 et 2005, c'était quand même pas aussi facile. C'était pas le même client, on va dire. Non. Voilà. D'accord, donc là, il y a eu l'invasion, et ensuite, donc là, on comprend que le régime syrien s'écroule, le régime irakien s'écroule, Saddam Hussein s'écroule. Donc là, tout ce qui a été construit pendant des décennies, en fait, on voit ce que c'est concrètement. Tu m'avais dit un jour que l'Irak a toujours été en guerre civile, et que là, finalement, ce qui se passe, c'est juste la continuité de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire ça revient 100 ans avant, quand il y a eu la construction de l'Irak géographiquement, où finalement il y a des populations qui n'avaient pas forcément autre chose à voir les unes avec les autres, peut-être, etc. Disons qu'il n'y avait jamais eu d'unité totale en Irak, parce que les frontières n'avaient pas été définies par les Irakiens, donc forcément ça pose des problèmes déjà de fond. Mais après, on s'est aussi rendu compte en 2003 que l'Irak était un pays quand même extrêmement développé, au final, dans son échelle. Et que pour un petit pays, enfin un jeune pays plutôt, qui au final avait quelques décennies, en tant cas des pays indépendants, c'était un pays qui était quand même assez avancé, dans le sens où les infrastructures étaient là, les gouvernements en place étaient assez stables, même si ça restait un gouvernement totalitaire. Et la guerre du coup de 2003 est venue complètement chambouler tout ça. D'accord. Donc 2003, et ensuite 2003, donc une guerre civile, enfin une guerre civile aussi qui dure pendant des décennies, qui dure encore aujourd'hui concrètement. Alors maintenant, quelle influence cette invasion, parce que j'entends souvent dire que l'invasion de l'Irak a fait que les généraux de Saddam Hussein qui faisaient plus partie de l'armée, sont allés vers Daesh, vers les mouvements islamistes. Une partie en tout cas. Et donc ont profité du printemps arabe en 2011 pour ensuite mener leur guerre en Syrie. Peut-être parler du contexte qui a fait qu'en Syrie c'est parti en guerre civile. Je sais pas si... alors même si on en a un peu parlé là, avec le parti Baas, etc. Mais qu'est-ce qui a fait que ça s'est déclenché? Et qu'est-ce qui a fait que par exemple dans d'autres pays, comme en Tunisie, il n'y a pas eu ce qu'il y a eu ce qu'on connaît aujourd'hui?
Disons bon, il y a plein de raisons. Disons que déjà en premier lieu, il y a quand même l'étincelle donc générale des printemps arabes qui voilà de contamination ont pulvérisé les choses. Après, il y a des problématiques extrêmement locales. C'est-à-dire que comment dire, il ne faut pas se passer effectivement d'une analyse globale sur ce qui se passe dans l'ensemble des pays arabes des printemps. Mais il y a aussi des problématiques typiquement syriennes, notamment en termes de répartition des pouvoirs entre communautés, même au sein des communautés, entre familles. C'est-à-dire entre tribus. Même au-delà de ça, par exemple, dans les années 2000, le gouvernement syrien avait mené des réformes de type économique et social, notamment en termes de privatisation, qui finalement avaient permis de renforcer énormément, non seulement ce qui était déjà l'élite politico-économique alawite, mais aussi la grande bourgeoisie sunnite des grandes villes. Alors, alawite, c'est Bachar, enfin c'est la famille de Bachar. Oui, c'est une branche hétérodoxe du chiisme qui ne ressemble pas d'ailleurs entre parenthèses au chiisme qui est pratiqué au Liban et en Iran. Donc c'est une branche à laquelle fait partie Bachar al-Assad. Donc fait partie Bachar al-Assad. Qui sont minoritaires. Qui sont minoritaires, à peu près 10% de la population concentrée sur le littoral en fait. Est-ce qu'on peut juste rappeler en Syrie, c'est majoritairement quoi, c'est chiite ou sunnite? Sunnite, à 70%. D'accord, donc c'est comme en Arabie Saoudite. À peu près. Okay. Voilà. Donc je te laisse terminer. Non, bien sûr, qu'on voit un petit peu. Mais disons que par exemple, voilà, le régime de Bachar al-Assad avait mis en œuvre donc des réformes économiques qui avaient profité donc aux Alaouites et à la grande bourgeoisie sunnite dans la ville, en défavorisant les populations des banlieues sunnites et de l'arrière-pays sunnite finalement qui s'est retrouvé extrêmement appauvri et qui a suscité donc un ressentiment. Qui a joué son rôle après dans le début de la révolution syrienne. C'est-à-dire qu'il y a des aspects économiques typiquement locaux qui ont fait que ça... Oui, les écarts de richesse se sont vraiment creusés, ils se sont accentués, ils se sont creusés, et du coup ça a aussi entraîné l'émergence de beaucoup de ressentiments de la part de certaines formes de la population, dont les parties sunnites du pays déjà défavorisées initialement en fait. D'accord. Donc il y a des raisons locales, donc entre les Alaouites et le reste des populations, entre les tribus, entre les familles. Ensuite, qu'est-ce qui a fait donc ça a pété, il y a eu une guerre, mais pourquoi est-ce que les puissances régionales ensuite, donc dont on parlait au début, sont entrées dans cette guerre? Est-ce que là, parce que j'avais vu des reportages chez Tocine, alors dans l'idée c'est souvent des questions pétrolières, on se souvient ça. Dans ce conflit-là, quelles sont les raisons principales qui ont poussé la Turquie, ces raisons-là pour intervenir ensuite à l'Iran, à Israël? Pourquoi? Déjà de base, il ne faut pas oublier que la guerre civile en Syrie a commencé du coup par la répression du printemps arabe syrien. Et en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que le régime syrien réprimait ces manifestations de manière extrêmement violente et qu'il utilisait aussi des armes chimiques qui vont à l'encontre d'à peu près oui, mais pourquoi personne n'intervient au Yémen? Alors qu'il se passe la même chose avec l'Arabie Saoudite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un autre débat. Mais pourquoi est-ce que la Turquie n'intervient pas Parce que le principe du droit international, c'est qu'il est toujours très contextuel. Oui, on est d'accord. Et puis il y a une problématique. On n'intervient que là où on va intervenir. Oui. Voilà. Finalement, justement, il y a un point commun de ce point de vue-là entre la Turquie et Israël dans leur intervention en Syrie, c'est que finalement, elles interviennent à leurs frontières pour sécuriser leurs frontières. C'est-à-dire que l'obsession de la Turquie, c'est de sécuriser sa frontière syrienne pour pas que le pays kurde en Syrie serve de base de retrait, finalement, de bastion aux mouvements kurdes nationalistes qui agissent en Turquie. Et Israël, finalement, la première raison de son intervention en Syrie, c'est de sécuriser le plateau du Golan en évitant que le Hezbollah et l'Iran en fassent une plateforme, une place forte à partir de laquelle ils pourront lancer des attaques contre Israël. Donc là, on est vraiment dans une logique très géopolitique de protection. Donc là, c'est des raisons très pragmatiques. Et ça, c'est des raisons qu'on retrouve aussi pendant la guerre du Golfe, par exemple. Si l'Arabie Saoudite a souhaité intervenir, c'est parce qu'il s'est rendu compte que l'Irak était vraiment... L'Irak, en mangeant le Koweït, était non seulement à sa frontière, mais que sa puissance était décuplée et que du coup avait potentiellement les moyens de l'attaquer. D'accord. Donc pour Israël et la Turquie, c'est des raisons purement pragmatiques, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pour se protéger de ce qui pourrait se passer si telle ou telle mouvance prenait le pas sur l'autre. C'est ce qu'on a vu entre la Syrie et l'Irak, avec l'État islamique, qui du coup a dépassé la frontière physique entre les deux pays et a réussi à instaurer un califat, pour le coup, qui a été très très puissant avant l'intervention des forces coalisées. Alors, juste, on va revenir dessus après, mais peut-être parler des motivations maintenant de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, l'intervention dans le... Peut-être, vas-y Mathias. Alors justement c'est très intéressant parce que là effectivement donc, c'est pas directement à la frontière, mais ce qui se passe à mon avis donc, de très intéressant dans ce mouvement, alors plus largement des printemps arabes, on va dire de déstabilisation de la réalité étatique dans les pays arabes, c'est-à-dire donc dans le cadre du printemps,
en Syrie, mais aussi dans un cadre plus ancien comme au Yémen, en Irak ou au Liban, là aussi pour des raisons qui ne se résument pas à l'épisode des printemps arabes, c'est qu'en fait on a cet affaiblissement politique ouvre un vide politique dans des espaces stratégiques essentiels qu'il faut occuper en fait. Et donc finalement on voit que cette zone de turbulence rencontre assez bien finalement la zone de fracture entre les intérêts et les moyens de projection d'influence de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. C'est-à-dire que l'un comme l'autre finalement ont ce qu'on pourrait appeler des proxys, ou alors en tout cas des clients politiques sur place, qu'ils essaient de mettre en avant pour développer leur influence et donc améliorer leur sécurité dans la région. Et donc ce n'est pas pour des raisons économiques ou pétrolières qu'il y a eu que l'Iran l'Arabie Saoudite, parce que moi j'avais entendu dire que, alors on me dit si c'est faux ou pas, en tout cas que avant la guerre en Syrie, l'Arabie Saoudite comptait construire des pipelines pour envoyer son pétrole via Turquie, et l'Iran aussi, et que finalement ils ont voulu mettre ça mal. C'est une des raisons, mais c'est pas la seule. Voilà, pour moi, ça joue un rôle. C'est une donnée qu'il ne faut pas négliger, mais on peut pas. C'est pas le point de départ, en tout cas, de l'intervention ni de l'Arabie Saoudite ni de l'Iran dans la région. D'accord. Alors, et qu'est-ce qui fait que l'État islamique, qui est une organisation terroriste, a réussi à prendre ce territoire immense et a réussi à tenir quand même, tient encore aujourd'hui, un peu moins, mais a réussi à tenir pendant 3 ans, 4 ans. C'est ce que disait Mathias, dans le sens où il y a vraiment eu un vide politique que l'État islamique a réussi à combler en fait. Mais alors oui, d'accord, mais sur leur des... financement, comment est-ce qu'ils ont fait? C'est ça en fait la question, parce que l'argent c'est quand même le nerf de la guerre. Alors on a beaucoup dit dans les financements internationaux de l'État dont on a dit qu'il était financé par certaines puissances du Golfe. Il y a sûrement il y a encore sûrement aujourd'hui des donations à titre privé de personnes importantes, très riches et qui occupent peut-être même des rôles politiques déterminants, que ce soit aussi bien en Arabie Saoudite qu'au Qatar, en direction de l'État islamique. Mais pas l'État eux-mêmes. Pas l'État eux-mêmes, c'est-à-dire que non, eux-mêmes sont justement, l'Arabie Saoudite est très menacée par l'État islamique, donc on a vraiment affaire à des dons privés. Donc ça, juste je reviens là-dessus, ça veut dire donc qu'il y a des conflits internes en Arabie Saoudite entre les familles qui ont fait que certains ont voulu. D'accord, ok. Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Arabie Saoudite joue un rôle dangereux, c'est-à-dire que l'État, le pouvoir politique saoudien est menacé par l'État islamique, mais l'Arabie Saoudite ne peut pas, l'État saoudien ne peut pas négliger le fait qu'une certaine part de sa population, par contre, sympathise avec les idéaux de l'État islamique. Donc voilà, l'Arabie Saoudite doit contenir le danger représenté par Daesh, sans pour autant que ça mène à un soulèvement de sa population sur le plan intérieur. Par exemple, on sait que l'Arabie Saoudite a déjà eu affaire à des épisodes islamistes très violents sur son propre territoire, notamment le plus ancien, le plus déterminant, ce qui a été la prise de la grande mosquée de la Mecque en 1979 par des insurgés de type islamiste sunnite. Donc voilà. Donc c'est juste qu'il y a un vide politique, comme vous dites, un vide diplomatique, un vide tout court qui a fait que, comme la nature déteste le vide, forcément ils ont pris le pas. Mais pourquoi est-ce que les populations locales, parce qu'aujourd'hui quand on décrit à la télé, vous savez, quand ils libèrent une ville, etc., les gens sont heureux, pourquoi est-ce que finalement, est-ce qu'il y a eu un soutien aussi de la part de certaines populations locales avec Daesh, parce qu'on ne peut pas diriger un endroit si on n'a pas le soutien de la population. Et moi, ça me compliqué sur le long terme. Mathias, ça dépend des villes. Alors, bien sûr, il y a une adhésion effectivement d'une certaine partie de la population, parce que comme tu le dis très bien, finalement, tout type de pouvoir ne s'exerce qu'à partir du moment où il réunit quand même un consensus, même minoritaire. Mais par exemple, on sait, alors de mémoire, que si l'État islamique s'était assez bien implanté assez facilement dans la ville de Deir ez-Zor, par exemple, dans l'est de la Syrie, ça n'a pas été le cas à Raqqa, par exemple, qui est devenue pourtant la capitale politique de l'État islamique, parce que la population sunnite locale n'était pas prête justement à accueillir librement l'État islamique. C'est-à-dire qu'il y a des villes sunnites en Syrie dans lesquelles l'État islamique est entré assez facilement, d'autres dans lesquelles il a dû combattre contre des sunnites, contre des milices sunnites locales, contre des clans sunnites locaux pour s'imposer. Donc après, il est parvenu de priorité militaire, mais aussi par tout un moyen de tractation, de fidélisation des tribus qui n'est pas allé de soi. C'est-à-dire que tout l'espace sunnite syrien et irakien n'est pas tombé tout entier sous la coupe de l'État islamique. Bien sûr, oui. Tu veux peut-être réagir là-dessus, ça Moi, j'aimerais bien aussi appuyer le principe que Daesh, aussi, de base, gouverne par la peur. Oui, bien sûr. Et quand même accompli des villes et des régions justement par la terreur. Par la terreur, bien sûr, oui. Qu'ils ont fait là-bas. Donc ça aide aussi pas mal la conquête. Mais juste d'où vient le cœur géographique de Daesh, c'est où? D'où ils viennent à la base?
concrètement? C'est l'Irak, la base de l'État islamique. Alors quelle partie de l'Irak? C'est ce qu'on appelle traditionnellement le triangle sunnite, c'est-à-dire c'est les régions centrales de l'Irak au nord de Bagdad qui sont prises entre l'espace kurde au nord et l'espace chiite au sud. Donc un espace démographiquement minoritaire, mais dont jusqu'ici, depuis l'indépendance de l'Irak, dans les conditions que Sarah a rappelées au début, qui était le noyau politique de l'Irak en fait. Et donc là, on a des populations sunnites qui jusqu'ici avaient occupé le haut du palier politique, qui d'un coup se retrouvent marginalisés et donc potentiellement la proie d'un nouveau pouvoir politique chiite plus tourné vers le sud, qui donc craignent d'ailleurs avec raison finalement de se voir persécutés et appauvris et menacés, parce qu'on parle beaucoup des exactions de l'État islamique en Irak contre les populations. On pourrait aussi parler des exactions des milices chiites et des milices kurdes contre les populations arabes sunnites d'Irak qui sont tout à fait réelles. Et ça, pardon de te couper, ça c'est vraiment une préoccupation centrale du gouvernement irakien actuel, c'est justement les exactions des milices chiites sur les sunnites. Exactement. Mais la question que je voulais poser, c'est que les sunnites étaient pro-Saddam avant qui est la chute de Saddam Hussein élu, pour simplifier. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis vers ce mouvement islamiste alors qu'on avait dit avant que c'était un nationalisme, le parti Baas, je sais pas si on peut dire socialisme, mais enfin je sais pas comment on peut définir ça, un peu socialiste. Et pourquoi est-ce qu'ils sont pas partis vers une autre forme de contestation ou de mouvement politique? Pourquoi est-ce qu'ils sont partis vers cette forme de mouvement politique? Je sais pas si vous avez des infos là-dessus ou pas. Mathias, vas-y. Ouais. À mon avis, tout simplement par manque. Alors là, on est vraiment dans la prospective, dans l'hypothèse, mais à mon avis, par manque d'alternative. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un pouvoir politico-militaire qui s'est affirmé comme étant la principale force armée dirigée par des sunnites en Irak, capable de les protéger contre leurs ennemis chiites et kurdes, et voilà, les sunnites ont choisi par défaut finalement un État islamique qui à un moment a pu leur apporter des garanties en matière de maintien de l'ordre, de redistribution des richesses et de sécurité des biens, que finalement l'État irakien gouverné par des chiites jusqu'ici, depuis 2003, leur avait enlevé. C'est-à-dire que d'un point de vue très pragmatique, certains sunnites se sont dit, voilà, en face de moi j'ai une police chiite qui me menace, voilà, je vais choisir finalement des garants de l'ordre. Mais les islamistes sous Saddam, quelle était leur position? Est-ce qu'ils étaient c'est des mouvements assez contenus. Assez contenus, ouais. Mais voilà, Saddam était plutôt anti-islamiste, ou pas je suis pas... Est-ce qu'il s'était réprimé, voilà, c'est ça le mot, est-ce qu'il s'était réprimé pour le gouvernement de Saddam Hussein? Réprimé non, mais contenu oui. Contenu, oui. Les seuls qui étaient vraiment réprimés sous Saddam Hussein, c'était les Kurdes. Okay. Bon. D'ailleurs, à titre parenthèse, on peut dire quand même que Saddam n'a pas été complètement... C'est-à-dire que lui-même n'a pas hésité, notamment dans le cadre de la guerre contre l'Iran, à revendiquer le glaive de la défense des sunnites contre un agresseur chiite. Donc finalement, voilà, on présente toujours Saddam comme un laïc absolument complètement anti-religieux, c'est quand même un peu plus compliqué. D'accord. Donc là ensuite, l'État islamique commence à grandir et commence à arriver en Syrie, et ensuite arrive à son apogée quand 2014, 2015, oui, c'est ça, 2014, 2015. Et ensuite, donc là on a parlé des puissances régionales qui sont rentrées dans le conflit. Maintenant on prend les puissances internationales. Alors on prend surtout les États-Unis et la Russie, mais on va aussi prendre les puissances européennes, la France et le Royaume-Uni notamment, parce qu'ils ont joué un rôle aussi. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont décidé d'intervenir en Syrie, la Russie aussi, et pourquoi est-ce que les États-Unis sont soutenus par l'Arabie Saoudite, et pourquoi est-ce que la Russie est soutenue par l'Iran, enfin voilà, en gros pour essayer de débloquer ce sac de nœuds. Sarah, sur les États-Unis d'abord peut-être. Sur les États-Unis, déjà il y a eu toutes les tractations sur l'intervention ou pas des États-Unis en Syrie, la fameuse ligne rouge que Obama attendait de voir Bachar el-Assad franchir avant d'intervenir. Finalement, il n'a pas vraiment souhaité intervenir. D'accord. Et en fait, ça reste une intervention qui est quand même assez légère, jusqu'en 2015 à peu près. Et c'est le moment où les puissances européennes justement vont entrer dans le jeu de cette intervention et vont vraiment souhaiter intervenir sur le terrain, et dont la France... Parce qu'en 2013, qu'on rappelle, il y avait eu la suspicion d'utilisation d'armes chimiques par Bachar el-Assad. Est-ce que ça a été prouvé ou pas Oui, ça a été prouvé. Oui, et même dans le cadre récent, moi, ça paraît très bien avéré. Et clairement, je vais faire une petite parenthèse, contrairement à ce que disent beaucoup de commentateurs, notamment favorisés sur certains médias assez alignés sur la Russie. En fait, ça a vraiment. En fait, les gens disaient, ça peut pas être Bachar el-Assad qui bombarde la ville puisqu'il était sur le point de la prendre. Au contraire, ça a un intérêt stratégique et militaire parfaitement établi, c'est-à-dire que ça permet de vider les zones rebelles de leur population civile et donc de couper finalement les rebelles de leur base populaire. Et
donc d'emporter la décision militaire le plus rapidement possible et de redistribuer ensuite les réserves militaires qui sont quand même assez affaiblies du régime aujourd'hui vers d'autres zones. Je vais juste revenir sur le thème de rebelles après, mais pour revenir sur l'utilisation d'armes chimiques, etc. Donc François Hollande en 2013, en août 2013, c'est ça, veut intervenir en Syrie, puis il est lâché par Barack Obama. Beaucoup ont dit à l'époque parce que la Russie s'était opposée à ça et avait envoyé des bateaux en Méditerranée. Est-ce que c'est la raison qui a poussé les États-Unis à ne pas intervenir ? Est-ce que c'est la peur d'un conflit avec la Russie ou pas ? Je ne suis pas persuadée que ce soit la peur d'un conflit avec la Russie en tant que tel, mais il y a plusieurs raisons qui rentrent en jeu à ce niveau-là. Déjà, la France n'avait pas de légitimité à intervenir seule, surtout sans les États-Unis. Même sous égide de l'ONU ou quoi, si les États-Unis ne faisaient pas partie de l'intervention, ça allait être très très compliqué pour la France. Mais est-ce qu'on avait les moyens aussi ? Est-ce qu'on avait les moyens ? Moi, je suis persuadée qu'on a toujours les moyens quand on les trouvait. Mais il y a aussi le fait que depuis la fin de la guerre froide, faire la guerre, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais. Dans le sens où on n'accepte plus maintenant, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, dans un pays européen, d'aller envoyer des militaires se faire tuer à l'autre bout de la planète pour le principe de la démocratie ou je sais pas quoi. Voilà. D'accord, ok. Et donc du coup, les gouvernements sont très frileux à ce niveau-là, et depuis la guerre du Golfe en particulier. Et du coup, je pense que c'est aussi ce qui a poussé François Hollande à ne pas agir contre mesure. Et parce que aussi, tout seul, il n'avait pas les moyens de le faire. Voilà. Parce que, bon. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la... T'as là-dessus, Mathieu ? Non, c'est bon, je suis d'accord. Pourquoi est-ce que la... Il est d'accord. Pourquoi est-ce que la Russie, elle, par contre... Alors, pourquoi est-ce que Poutine décide de soutenir Bachar al-Assad et d'être allié avec l'Iran ? Quelles sont les motivations, Mathias ? Alors, ces motivations, déjà, c'est que pour la Russie aussi, la Syrie est un allié de longue date, vers laquelle, en plus, elle redistribue un certain nombre de son matériel militaire. C'est-à-dire que, la Russie a besoin d'exporter aussi ses armements, et finalement, le soutien du régime de Bachar al-Assad se révèle de ce point de vue-là assez lucratif. Mais au-delà de ça, il y a d'autres intérêts. Par exemple, on parle beaucoup de la base navale de Tartous en Syrie, qui est le principal moyen de projection navale de la Russie vers la Méditerranée orientale. Donc c'est une donnée militaire à laquelle les Russes ne peuvent pas renoncer. Et ensuite, au-delà de ça, il y a la volonté, à mon avis, de se placer comme dans le cadre justement d'un retrait quand même progressif des Américains, retrait nuancé, mais quand même de la région depuis l'évacuation de l'Irak, et comme un pouvoir militaire conséquent, capable d'intervenir comme un acteur de la sécurité majeur et crédible, digne de confiance au Moyen-Orient. D'accord. Okay. Oui, c'est ce principe des vases communicants en fait. Après l'intervention en Irak, les États-Unis sont en telle mauvaise position dans les mentalités politiques au Moyen-Orient que de toute façon le retrait qui effectivement est très nuancé, mais c'était quand même une finalité en tant que telle, et la Russie là-dessus a vraiment vu un jeu à jouer en puissance forte et affirmée, et du coup s'est positionnée là-dessus. À rajouter aussi que la Russie ne voulait pas voir se reproduire ce qui s'est produit en Libye, c'est-à-dire que Libye, autre régime plus ou moins proche de la Russie, pour laquelle qui s'est effondré finalement, notamment sous le coup d'intervention occidentale, et la Russie ne voulait pas prendre le risque de voir la même chose se reproduire en Syrie, qui est un pays pour elle beaucoup plus important que l'était la Libye de Kadhafi. D'accord. Donc là, l'Iran est allié de fait à la Russie. D'accord. C'est aussi un moyen pour l'Iran de se positionner en tant que puissance qui est capable de se poser aux Américains. Est-ce que c'est ça aussi ? Est-ce que c'est aussi l'ambition de l'Iran ? Alors oui, mais c'est là aussi entre la Russie et l'Iran, il y a un jeu complexe. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont des points communs, ils ont des axes de rapprochement, notamment dans l'opposition aux États-Unis. C'est quand même des pays qui restent méfiants l'un vis-à-vis de l'autre dans tout un tas de domaines, notamment, alors là c'est extérieur à la Syrie, mais par exemple il y a des enjeux géopolitiques autour de la mer Caspienne sur laquelle les deux pays ne sont pas du tout alignés. Ensuite, il y a aussi une concurrence quand même de l'un et de l'autre pour justement projeter leur influence sur la Syrie. Par exemple, on sait qu'à une époque, l'Iran avait permis à la Russie d'utiliser une de ses bases aériennes en Iran pour lancer des frappes vers la Syrie. Et à partir du moment où la Russie l'a révélé, l'Iran a fermé l'accès de sa base aux Russes. C'est-à-dire que il y a une alliance de fait, objective, mais qui est loin d'être un alignement stratégique total. D'accord. Voilà. Alors maintenant, la Turquie. Alors, on a expliqué que la Turquie se positionne en Syrie pour protéger ses frontières, notamment face aux Kurdes, parce qu'il y a une importante population kurde en Turquie. Mais est-ce qu'ils sont alliés à l'Arabie Saoudite ? Est-ce qu'ils sont contre l'Arabie Saoudite ? Comment c'est avec Israël ? Parce que, par exemple, quand il y a eu un avion russe qui s'était fait abattre par l'armée turque en 2016, je crois, ça aurait pu faire tout dégénérer à ce moment-là.
Alors, pour moi, la ligne politique turque, c'est une des plus difficiles à comprendre parce qu'elle elle est marquée par son. Elle est vraiment marquée par son instabilité en termes d'alignement, d'alliance. La Turquie et l'Arabie Saoudite se sont rapprochés à un moment donné, effectivement. Aujourd'hui, récemment, la Turquie a annoncé qu'elle s'engageait sans réserve en soutien de l'Iran dans le cadre du retrait des États-Unis de l'accord. Donc voilà, le jeu turc finalement est assez difficile à comprendre, en tout cas à anticiper sur le long terme. On ne peut pas vraiment parler d'un alignement turco-saoudien. Donc là, la Turquie, en fait, c'est juste incompréhensible. Non, on pourrait dire même plutôt que la Turquie est plutôt plus proche du Qatar que de l'Arabie Saoudite, dans le cadre des rivalités internes au monde. Oui, le Qatar, on l'a oublié. Sur le jeu syrien, je pense que la Turquie, c'est avant tout un pays qui essaye de mettre en place ses enjeux, ces problématiques individuelles avant de chercher des alliances un peu partout. Et ces problématiques individuelles, en gros, pour résumer, c'est les Kurdes. C'est les Kurdes principalement, c'est aussi la frontière, les afflux de migrants qu'il y a, etc. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a une certaine nostalgie de la puissance ottomane et de la puissance turque du XXe siècle et du XIXe siècle. Et effectivement, il y a aussi cette envie, à mon avis, d'Erdogan de vouloir se réaffirmer d'un point de vue régional. Bien sûr. D'ailleurs, de ce point de vue-là, un point commun que la Turquie partage avec l'Iran, c'est que finalement l'un et l'autre sont dans un bain qui est majoritairement dominé par des populations arabes, dont les Turcs et les Iraniens ne font pas partie. Et pourtant, ils ne peuvent pas se passer finalement de relais d'influence dans ce monde arabe s'ils veulent demeurer les puissances ou s'affirmer comme les puissances régionales qu'ils ont l'ambition d'être. Et donc, la Turquie et l'Iran, dans chacun de leurs actes, essaient de communiquer sans cesse aux opinions publiques arabes, en fait, finalement. Et donc, l'engagement de la Turquie contre Bachar al-Assad au début du conflit, c'était un moyen, finalement, de faire un pari sur le fait que Bachar al-Assad allait être rapidement renversé et que le nouveau pouvoir syrien lui serait favorable. De la même manière, quand l'Iran intervient, notamment en faveur de la cause palestinienne, c'est avant tout pour se libérer un espace de communication auprès des opinions publiques arabes. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces dernières décennies, la Turquie s'était beaucoup tournée vers l'Europe. Elle a été, au bout d'à chaque fois. Exactement. Et que du coup, là, il y avait un vrai retour d'intérêt turc sur le Moyen-Orient et sur le Proche-Orient en particulier, qui se traduit aussi par son intervention en Syrie. D'accord. Alors, Israël maintenant. On l'a expliqué aussi que c'était pour protéger sa frontière, mais Israël, là, ils sont aussi dans une logique, notamment avec ce qui s'est passé là, la reconnaissance officielle par les États-Unis de la capitale d'Israël, l'ambassade américaine. Est-ce que ça, vous pensez que ça peut aussi changer la donne au Moyen-Orient? Ça veut dire, est-ce qu'il y a peut-être des puissances qui vont, notamment l'Iran, peut-être qui vont utiliser, parce que tu parlais à l'instant du fait que l'Iran essaie de monter les populations arabes de son côté pour pouvoir prendre le dessus. Est-ce qu'ils peuvent réutiliser ça pour avoir encore plus d'influence sur le... Pour moi, c'est du pain béni pour la propagande iranienne, parce que l'Iran, depuis l'établissement de la République islamique en 1979, fait de la reprise de Jérusalem vraiment un des axes majeurs de sa propagande en direction des populations arabes, justement. On sait que les forces spéciales du régime iranien s'appellent les forces Al-Quds, c'est-à-dire le nom de Jérusalem en arabe. Khomeini, lors de la guerre contre l'Irak, disait qu'après de passer par l'Irak, les Iraniens iraient jusqu'à Jérusalem. Donc cette thématique de la reconquête de Jérusalem par les musulmans, est vraiment le cœur du discours pan-islamique que l'Iran met en œuvre à destination des populations arabes. Donc oui, pour la propagande iranienne, c'est sympathique. Et pour est-ce que d'un point de vue pratico-pratique, on a quand même vu ces 50 dernières années que le conflit israélo-palestinien restait en Israël et en Palestine, et que les pays arabes se sont autour complètement détachés de cette problématique. On voit bien aussi bien du point de vue de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, justement. Alors, si je prends l'exemple de Jérusalem, même si comme vous l'avez dit, les pays arabes ils ont deux problématiques que la Palestine, ça pose quand même une problématique. On parlait de l'Iran qui veut peut-être devenir influent, mais les États-Unis, pourquoi est-ce que Trump il a fait ça? Ou est-ce que c'est incompréhensible? Je sais pas, dites-moi, mais en tout cas, quel est l'intérêt des États-unis? Moi, je vois une manière de réaffirmer l'alliance entre l'Amérique et Israël, sachant que Barack Obama avait une approche beaucoup plus pacifique de cette alliance, et que on sait par exemple qu'en partant, il a donné énormément de fonds à des ONG palestiniennes. Il était il avait vraiment une vision du conflit israélo-palestinien, une solution à deux États. Il était vraiment dans le dialogue à ce niveau-là. Et Trump se place beaucoup plus du côté de la droite israélienne à ce niveau-là. Et est-ce que vous pensez que ce que vient de faire Trump, c'est-à-dire la reconnaissance de Jérusalem, et ensuite le fait qu'il mette fin au traité entre l'Iran et les autres puissances, quel impact ça peut avoir sur le conflit syrien ou sur le Moyen-Orient en soi? Moi, j'en suis pas persuadée que ça ait un impact sur le conflit syrien, qui, à mon avis, est déjà assez prenant comme ça pour les parties qui sont impliquées.
Mais effectivement, d'un point de vue géopolitique, ça va changer pas mal d'alliances sur la question d'Israël et de Palestine. Ouais. D'accord. Alors maintenant, pour finir la question, quelles sont vos projections pour la Syrie? Est-ce que vous pensez enfin vos hypothèses, comment ça peut se finir? Est-ce que finalement la Syrie va être morcelée? Est-ce que Bachar Assad va reprendre le pouvoir? Ou est-ce que la guerre ne finira jamais? Déjà, je pense que l'État islamique va être encore plus affaibli qu'il n'est actuellement et amené à disparaître dans un futur moins proche. Mais peut-être remplacé par autre chose? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Mais surtout, la question que je me pose fondamentalement, c'est qu'est-ce qui va devenir des populations civiles. C'est la question principale. Voilà. Parce qu'on en est à des niveaux de reconstruction de pays qui sont juste inimaginables. Et la communauté internationale n'est pas du tout prête à faire face à ce qui se passe après avoir libéré une ville. On voit ce qui s'est passé à Mossoul, par exemple, qui a été donc militairement libérée de l'État islamique et qui est une ville complètement détruite. Et du coup, moi, je pense que l'enjeu, c'est avant tout qu'il va falloir s'occuper des populations civiles et de reconstruire l'Irak et la Syrie. Mais sur l'Irak, ça sera peut-être un peu plus simple d'un point de vue politique, mais sur la Syrie, ça risque d'être un peu plus compliqué, puisque Bachar al-Assad, à mon avis, il n'est pas prêt de partir tout de suite. Alors moi je serais peut-être un petit peu plus nuancé sur la disparition prochaine de l'État islamique, c'est-à-dire que je pense que si effectivement il est en train de perdre ses capacités de contrôle territorial et ses capacités militaires conventionnelles, il va rester une force capable d'action de type groupusculaire, terroriste pendant encore assez longtemps. Par exemple, on a vu il n'y a pas très longtemps qu'il était encore capable de lancer des opérations militaires contre certains quartiers de Damas même. Donc je pense qu'il va rester comme une force invisible mais toujours bien présente, et que finalement le potentiel insurrectionnel dans les zones sunnites de la Syrie va se maintenir pendant encore assez longtemps. Même. Et si un autre vide se crée, on reprend c'est ça le risque? Oui, c'est-à-dire qu'en fait si on ne règle pas les problématiques, c'est-à-dire que si les populations sunnites ne se sentent pas plus en sécurité qu'elles l'étaient avant, finalement face aux Kurdes, face à des pouvoirs politiques chiites ou alaouites qui les excluent finalement de l'appareil politique et des moyens de développement économique. Oui, si ces problématiques-là sont pas risquées, sont pas résolues, effectivement, on risque toujours de voir le problème se réincarner ultérieurement, peut-être sous une autre forme, mais voilà, le problème demeure. Et les Kurdes, est-ce qu'ils auront un État un jour ou l'autre? Ou est-ce que la position de la Turquie, la position de l'Iran, etc. En Irak, je pense que c'est là où la situation est peut-être la plus avantageuse pour les Kurdes, dans le sens où il y a déjà pas mal d'accords qui sont passés entre le gouvernement central et le gouvernement kurde, qui est à peu près le seul à être plus ou moins autonome. Mais en Syrie ou en Turquie, je pense que les Kurdes... si un État est créé en Irak, est-ce que les Kurdes de Syrie et Turquie vont aller en... c'est ça le problème. Ouais. C'est aussi une des raisons pour moi de l'intervention de la Turquie, c'est que si le conflit dégénère au point que l'État irakien est assez affaibli pour permettre une vraie indépendantisation du mouvement kurde irakien, en tant qu'État, sachant qu'ils ont déjà une capitale, ils ont un parlement, etc., ça risque de soulever des problématiques en Syrie puis en Turquie qui seront très problématiques pour le gouvernement Erdogan, je pense. D'accord. Vous avez des choses à rajouter? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie. Merci. Donc pour résumer ce qui vient de se dire, c'est un bordel infini en Syrie, puisqu'il y a des conflits locaux, des conflits régionaux, des conflits internationaux, des puissances qui veulent se positionner par rapport aux autres. On ne sait pas comment va se terminer ce conflit. J'espère que vous avez appris plein de choses. En tout cas, merci à vous, c'était très intéressant. Et surtout, n'oubliez pas, la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à plus pour un autre podcast.